Le vent de novembre soufflait contre les volets de bois de la maison des Morin, apportant avec lui l'odeur humide des champs fraîchement labourés et le parfum amer des feuilles mortes. Dans la cuisine, le feu crépitait faiblement dans l'âtre, projetant des ombres tremblantes sur les murs de pierre blanchis à la chaux. Marguerite Beaumont, née Morin, serrait dans ses mains une tasse de chicorée tiède, les yeux fixés sur la porte close de la chambre du fond. Sa mère, Ernestine Morin, était morte la veille au soir, juste après le coucher du soleil. La vieille femme de 68 ans avait rendu son dernier souffle dans son lit, entourée de ses enfants et petits-enfants, comme elle l'avait toujours souhaité. Mais ce qui aurait dû être un moment de recueillement paisible s'était transformé en chaos silencieux lorsque Marguerite avait réalisé que le lendemain était le jour du baptême de sa fille, la petite Adeline. Dans le village de Saint-Léandre, un hameau de moins de 300 âmes niché dans les collines du Nord, entre Cambrai et Valenciennes, la tradition était plus forte que la douleur. Les morts ne quittaient pas immédiatement la maison familiale. On les préparait, on les habillait, on les veillait pendant 2 ou 3 jours avant l'enterrement, et surtout, on les photographiait. Marguerite se leva lentement, posant sa tasse sur la table rugueuse. Ses cheveux bruns, tirés en un chignon serré, encadraient un visage marqué par l'insomnie et le chagrin. Elle avait 32 ans, mais cette nuit l'avait vieilli de 10 années. À travers la fenêtre embuée, elle aperçut la silhouette de son mari, Armand Beaumont, qui traversait la cour boueuse en direction de l'étable. Il portait encore son manteau militaire de la Grande Guerre, celui qu'il avait ramené l'année précédente avec une jambe blessée et des cauchemars qui le réveillaient chaque nuit. La porte de la chambre s'ouvrit, et Louise Martel, la sœur aînée de Marguerite, entra dans la cuisine. Ses traits étaient tirés, ses yeux rougis par les larmes. « Elle est prête », murmura Louise en s'essuyant les mains sur son tablier noir. « Je l'ai habillée avec sa robe du dimanche, celle qu'elle portait au mariage de Jules. » Marguerite hocha la tête sans un mot. Jules, leur frère cadet, était mort à Verdun en 1916. Sa tombe, quelque part dans les champs dévastés de l'Est, n'avait jamais été retrouvée. Leur mère avait attendu pendant des mois qu'on lui ramène le corps, qu'elle puisse lui dire adieu correctement. Cela ne s'était jamais produit. « Le photographe arrive à 8 heures, » dit Marguerite d'une voix éteinte. « Victor Lenoir, c'est celui qui vient de Valenciennes tous les 2 mois. Papa l'avait réservé il y a 3 semaines pour le baptême. » Louise s'assit lourdement sur un banc, les mains tremblantes. « Tu es sûre que c'est une bonne idée? Faire le baptême aujourd'hui? Avec maman? Comme ça ?» Le curé Bertrand a dit qu'il ne pouvait pas reporter, répondit Marguerite en fixant le sol de terre battue. Il part après-demain pour Lille, et ne reviendra pas avant janvier. Adeline a déjà 4 mois, on ne peut pas attendre plus longtemps. La petite Adeline dormait dans son berceau d'osier près du feu, inconsciente du drame qui se jouait autour d'elle. Son visage poupin était paisible, ses petits poings serrés contre sa poitrine. Elle avait les yeux de sa grand-mère, d'un bleu profond comme l'eau des puits. Un coup sec à la porte fit sursauter les 2 sœurs. Marguerite se leva pour ouvrir. Sur le seuil se tenait une femme âgée, courbée par les années, vêtue d'une longue cape noire. Geneviève Larchet, la sage-femme du village, celle qui avait mis au monde presque tous les habitants de Saint-Léandre depuis 40 ans. « Je suis venue voir Ernestine une dernière fois, » dit-elle de sa voix éraillée, « et pour t'aider avec les préparatifs, si tu veux. » Marguerite s'effaça pour la laisser entrer. Geneviève avait toujours eu ce don étrange de savoir quand on avait besoin d'elle, avant même qu'on le demande. Elle posa son panier sur la table et en sortit des herbes séchées, de la lavande et du romarin. « Pour l'odeur, » expliqua-t-elle simplement. « La maison doit sentir bon pour le baptême. » Les 3 femmes travaillèrent en silence pendant 1 heure, disposant les branches odorantes dans chaque coin de la pièce principale, arrangeant les maigres fleurs d'automne dans des vases ébréchés, balayant le sol et nettoyant les fenêtres. Geneviève entra dans la chambre où reposait Ernestine et en ressortit quelques minutes plus tard, le visage impénétrable. « Elle est belle, » dit-elle à Marguerite. « Elle a l'air en paix. C'est important pour la photo. Les gens se souviendront d'elle comme ça. »
À 8 heures précises, on entendit le bruit d'une charrette dans la cour. Victor Lenoir, le photographe itinérant, était arrivé. C'était un homme maigre d'une quarantaine d'années, au visage anguleux et aux mains nerveuses. Il portait un costume noir élimé et un chapeau mou qui avait connu des jours meilleurs. Derrière lui, son assistant, un jeune homme d'une vingtaine d'années nommé Théo Vasseur, déchargeait le matériel lourd. L'appareil photo monté sur son trépied, les plaques de verre enveloppées dans du tissu, les lampes au magnésium. « Madame Beaumont », dit Victor en ôtant son chapeau, révélant des cheveux clairsemés. « Je suis désolé pour votre mère. J'ai appris la nouvelle ce matin en arrivant au village. »« Merci, monsieur Lenoir, » répondit Marguerite d'une voix mécanique. « Nous voudrions toujours faire les photos du baptême, mais nous aimerions aussi... » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Victor hocha la tête avec compréhension. « Un portrait de famille avec votre mère, c'est ça ? J'ai l'habitude. C'est courant par ici. Laissez-moi voir où nous pourrions installer tout ça. » Il entra dans la maison, suivi de Théo qui portait le trépied. Ses yeux de professionnel évaluèrent rapidement l'espace, la lumière qui filtrait par les fenêtres, la disposition des meubles. Il désigna le coin le plus lumineux de la pièce principale, près de la fenêtre donnant sur le jardin. « Là, dit-il, c'est là que nous ferons le portrait. Nous allons amener le fauteuil de votre mère depuis sa chambre. Théo, va chercher le tissu de fond noir dans la charrette. » Pendant l'heure qui suivit, la maison se transforma en studio de photographie improvisée. On déplaça les meubles, on tendit un drap noir en arrière-plan, on régla la lumière. Victor travaillait avec une efficacité presque mécanique, donnant des ordres brefs à Théo qui s'exécutait sans poser de questions. Puis vint le moment le plus délicat. Armand et le père de Marguerite, Édouard Morin, un homme de 72 ans, au dos voûté par des décennies de travail dans les champs, portèrent le corps d'Ernestine hors de la chambre. Elle était installée dans son fauteuil préféré, un vieux siège à haut dossier recouvert de velours grenat usé. Ils la placèrent au centre de la composition, face à l'appareil. Marguerite sentit sa gorge se serrer en voyant sa mère, ainsi disposée, raide dans sa robe noire du dimanche, les mains posées sur ses genoux, le visage pâle et immobile. On lui avait fermé les yeux, mais sous ses paupières translucides, on devinait encore la courbe des globes oculaires. Ses lèvres, teintées d'une légère cyanose, étaient serrées en une ligne fine. Une broche en argent, héritée de sa propre mère, était épinglée sur son col montant. Victor s'approcha et examina le corps avec le détachement d'un artisan évaluant son matériel. Il ajusta légèrement la position de la tête, redressa les épaules, plaça les mains différemment. « Il faut qu'elle ait l'air vivante », expliqua-t-il à mi-voix. « C'est ce que les gens veulent. Pas un cadavre, mais un être humain qui dort ou qui rêve. » Il sortit une petite boîte de sa poche et en tira ce qui ressemblait à de minuscules coquillages nacrés. « Des prothèses oculaires en verre », dit-il en réponse au regard interrogateur de Marguerite. « Je vais les placer derrière ses paupières pour donner du volume aux yeux. Cela les fera paraître plus... présents. » Marguerite détourna le regard pendant que Victor effectuait cette manipulation délicate. Quand elle osa regarder à nouveau, le visage de sa mère avait effectivement changé. Les yeux semblaient moins creux, moins morts. C'était à la fois réconfortant et profondément troublant. « Maintenant, nous allons positionner la famille », annonça Victor. On fit venir tout le monde. Édouard se plaça debout derrière le fauteuil de sa femme, une main posée sur le dossier, l'autre tenant sa canne. Marguerite s'assit sur une chaise basse à la droite de sa mère, tenant la petite Adeline dans ses bras. Le bébé, heureusement, dormait toujours. Louise se plaça de l'autre côté, debout, les mains croisées devant elle. Armand resta à l'arrière, légèrement en retrait, son visage dans l'ombre. Les autres membres de la famille élargie se positionnèrent selon les instructions de Victor. Tante Hélène Garnier, sœur d'Ernestine, une femme robuste aux joues rouges, cousin Mathieu Fontaine, un homme taciturne qui travaillait au moulin, la jeune Émilie Renaud, nièce par alliance, à peine 16 ans, les yeux s'écarquillaient d'effroi. Victor circulait parmi eux, ajustant un col ici, un angle de tête là, s'assurant que chaque personne était visible, que les visages captaient la lumière correctement. Théo avait préparé les plaques photographiques et chargé l'appareil.
Je vais avoir besoin que tout le monde reste absolument immobile pendant 30 secondes, avertit Victor. Pas un mouvement, pas un battement de cils. Si quelqu'un bouge, la photo sera floue. Regardez l'objectif, mais ne fixez pas. Pensez à un souvenir heureux. Pensez à Ernestine quand elle était en vie. Il se glissa sous le voile noir de l'appareil photo, invisible sauf pour ses mains qui réglaient la mise au point. Le silence se fit dans la pièce, si profond qu'on entendait le tic-tac de l'horloge murale et le crépitement du feu. Même la petite Adeline semblait retenir son souffle. 1, 2, 3, ne bougez plus. Le flash du magnésium explosa dans un éclair aveuglant et une détonation sourde. Une fumée âcre envahit la pièce, piquant les yeux et la gorge. Pendant un long moment, personne ne bougea, figé dans une immobilité presque surnaturelle, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Puis Victor émergea de sous son voile. « C'est bon, vous pouvez respirer. » Un soupir collectif parcourut l'assemblée. Marguerite sentit ses épaules se relâcher, mais en regardant sa mère, toujours immobile dans son fauteuil, elle eut l'impression étrange que quelque chose avait changé. Le visage d'Ernestine semblait différent, comme si l'éclair du magnésium avait révélé quelque chose qui n'était pas là auparavant. Ses paupières closes paraissaient plus tendues, sa bouche légèrement plus crispée. « Est-ce qu'elle va bien ?» demanda Louise d'une voix tremblante. Victor lança un regard perplexe à la jeune femme. « Madame, votre mère est morte. Elle ne peut aller ni bien ni mal. »« Je sais, mais... » Louise s'interrompit, incapable d'expliquer ce qu'elle ressentait. Geneviève, qui était restée en retrait pendant toute la séance, s'approcha du fauteuil et examina Ernestine de près. Elle passa une main devant le visage de la morte, comme pour vérifier quelque chose, puis se redressa lentement. « Le corps réagit parfois à la lumière, » dit-elle d'un ton neutre. « Les muscles se contractent, c'est normal. » Mais son regard, quand il croisa celui de Marguerite, disait autre chose. Il y avait une inquiétude là-dedans, un avertissement silencieux que Marguerite ne comprit pas immédiatement. « Bon, » dit Victor en commençant à ranger son matériel. « Nous allons maintenant faire les photos du baptême. Le curé doit arriver dans 1 heure, c'est ça ?» Marguerite hocha la tête, s'arrachant à la contemplation troublante de sa mère. Il fallait continuer, honorer les vivants autant que les morts. Elle prit Adeline dans ses bras, réveillant doucement le bébé qui se mit à pleurer avec des petits cris aigus. « Chut, ma chérie !» murmura-t-elle en berçant l'enfant. « C'est ton grand jour. Grand-mère est là avec nous. Elle veille sur toi. » Mais en prononçant ces mots, Marguerite sentit un frisson glacé parcourir son échine. Car dans le coin de son champ de vision, elle aurait juré avoir vu les paupières de sa mère tressaillir imperceptiblement, comme si derrière le voile de la mort, quelque chose écoutait. Le reste de la matinée se déroula dans une atmosphère étrange, tendue. On déplaça le matériel photographique vers la petite église de Saint-Léandre, un bâtiment de pierre grise qui avait survécu au bombardement de la guerre de Justesse. Le curé Bertrand, un homme âgé à la démarche lente et à la voix chevrotante, procéda au baptême avec la solennité habituelle. L'eau bénite coula sur le front d'Adeline, qui hurla de toutes ses forces, ce qui fit sourire quelques membres de l'assemblée. Victor captura le moment sur ses plaques de verre, Adeline dans sa robe de baptême blanche, brodée par les mains d'Ernestine, des mois plus tôt, entourée de sa famille. Mais même là, dans la maison de Dieu, Marguerite ne pouvait s'empêcher de penser à sa mère, seule dans le fauteuil à la maison, ses yeux artificiellement bombés par les prothèses de verre, attendant dans un silence éternel. Après la cérémonie, on retourna à la maison des Morin pour le repas traditionnel. Les femmes du village avaient apporté ce qu'elles pouvaient, un lapin en civet, des pommes de terre, du pain noir, un peu de fromage. Ce n'était pas grand-chose, mais après les années de privation de la guerre, c'était déjà beaucoup. « D'où me suivez-vous ? Laissez un commentaire. » On s'installa autour de la grande table, mais personne ne toucha à la nourriture tout de suite. Tous les regards étaient tournés vers le coin de la pièce où Ernestine était toujours assise dans son fauteuil, spectatrice silencieuse de la célébration de sa petite fille. On devrait peut-être la ramener dans sa chambre,
suggéra Armand à voix basse. Ce n'est pas normal qu'elle reste là pendant qu'on mange. C'est elle qui voulait être présente, répondit Édouard d'un ton ferme. Ernestine a toujours dit qu'elle ne voulait pas manquer le baptême d'Adeline. Même morte, elle tient à y assister. Nous respecterons sa volonté. Un silence inconfortable s'abattit sur la tablée. Émilie, la jeune nièce, fixait Ernestine avec des yeux ronds, sa fourchette tremblante dans sa main. Elle nous regarde, chuchota-t-elle soudain. J'en suis sûre, ses yeux bougent. Ne dis pas de bêtises, la rabrouattante Hélène. Les morts ne bougent pas. Mais plusieurs personnes s'étaient retournées vers le fauteuil, scrutant le visage immobile d'Ernestine. Dans la lumière déclinante de l'après-midi, les ombres jouaient sur ses traits, créant l'illusion d'expressions changeantes. Un instant, elle semblait paisible. L'instant suivant, son visage paraissait crispé, presque douloureux. Geneviève se leva lentement et s'approcha du corps. Elle posa 2 doigts sur le cou d'Ernestine, à l'endroit où aurait dû battre le pouls, puis sur son poignet. Ses sourcils se froncèrent imperceptiblement. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Marguerite, la voix tendue. « Rien » répondit Geneviève un peu trop vite. « Le corps est encore tiède, c'est tout. C'est normal. Elle n'est morte que depuis hier soir. » Mais ses yeux, en croisant à nouveau ceux de Marguerite, racontaient une histoire différente. Il y avait là une incertitude, presque de la peur, que la vieille sage-femme ne pouvait entièrement dissimuler. Le repas se poursuivit dans une ambiance pesante. Les conversations étaient forcées, les rires rares et nerveux. Adeline, qui avait été si calme pendant le baptême, se mit à pleurer sans raison apparente, des cris perçants qui ne s'apaisaient que lorsqu'on l'éloignait du coin où se trouvait Ernestine. « Elle sent quelque chose », murmura Geneviève à l'oreille de Marguerite. Les bébés sont sensibles à ces choses. Ils perçoivent ce que les adultes refusent de voir. « Qu'est-ce que vous voulez dire » demanda Marguerite, la peur montant dans sa gorge. Mais Geneviève se contenta de secouer la tête et de s'éloigner, laissant Marguerite avec ses questions sans réponse et un sentiment grandissant de malaise. Alors que le soleil se couchait, projetant des rayons orangés à travers les fenêtres poussiéreuses, Victor Lenoir rassembla son matériel pour partir. Il rangea soigneusement ses plaques photographiques dans leur boîte protectrice, démonta son trépied, emballa son appareil. « Les photos seront prêtes dans 1 semaine, » dit-il à Marguerite. « Je reviendrai vous les apporter moi-même. Ce sont de belles images, vous verrez. Votre mère a l'air très présente. » Le choix de ce mot fit frissonner Marguerite. Présente. Oui. C'était exactement ce qui la troublait. Sa mère semblait trop présente, trop là pour quelqu'un qui était mort. Après le départ du photographe, on décida qu'il était temps de ramener Ernestine dans sa chambre pour la nuit. Édouard et Armand la soulevèrent du fauteuil, et c'est alors que Louise poussa un cri étouffé. « Ses mains! Regardez ses mains !» Tout le monde se figea. Les mains d'Ernestine, qui avaient été soigneusement posées à plat sur ses genoux, étaient maintenant légèrement crispées. Les doigts se recourbaient comme si elle avait tenté de saisir quelque chose. Ses ongles, qui avaient été propres et coupés le matin même, semblaient maintenant légèrement noircis, comme brûlés. « C'est la rigidité cadavérique », expliqua Geneviève d'une voix qui manquait de conviction. « Les muscles se contractent après la mort, c'est parfaitement normal. » Mais personne n'était convaincu. Même Édouard, le patriarche stoïque, semblait ébranlé. On porta Ernestine dans sa chambre en silence, on la coucha sur son lit, on tira les rideaux. Geneviève insista pour rester toute la nuit, affirmant qu'il fallait quelqu'un pour veiller le corps. « Je ne dormirai pas de toute façon, » dit-elle. « Autant que je sois utile. » Marguerite lui en fut reconnaissante, même si une part d'elle-même se demandait si la vraie raison de Geneviève n'était pas la peur de ce qui pourrait arriver si on laissait Ernestine sans surveillance. Cette nuit-là, personne ne dormit vraiment dans la maison des Morin. Marguerite resta éveillée dans son lit, Armand à ses côtés, écoutant les craquements de la vieille maison et les bruits étranges qui semblaient provenir de la chambre où reposait sa mère. Vers 3 heures du matin, elle entendit Geneviève marcher dans le couloir, puis le son étouffé de prières murmurées. Quand l'aube arriva enfin, froide et grise, Marguerite se leva et descendit à la cuisine.
Geneviève était là, assise à la table, son visage encore plus ridé que d'habitude, les yeux cernés de fatigue. « Comment va-t-elle » demanda Marguerite, sachant combien la question était absurde. Geneviève leva vers elle des yeux hantés. « Elle ne va nulle part, dit-elle simplement, et c'est bien ça le problème. » Les 2 jours qui suivirent le baptême furent marqués par une tension croissante qui semblait imprégner chaque pierre, chaque poutre de la maison des Morin. L'enterrement d'Ernestine était prévu pour le surlendemain, mercredi matin, mais d'ici là, son corps devait rester exposé dans la chambre du fond, selon la tradition. Le mardi matin, Marguerite se réveilla avec l'impression d'avoir à peine fermé l'œil. Ses rêves avaient été peuplés d'images troublantes. Sa mère assise dans son fauteuil, les yeux grands ouverts mais vides, la bouche articulant des mots silencieux que personne ne pouvait entendre. Dans ses cauchemars, les photos prises par Victor Lenoir prenaient vie. Les personnages figés se mettaient à bouger lentement, leurs regards convergeant tous vers le centre, vers Ernestine, comme attirés par une force invisible. En descendant à la cuisine, elle trouva Armand déjà debout, occupé à raviver le feu. Son visage était encore plus marqué que d'habitude, ses traits tirés par l'insomnie, et quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à identifier. De la peur, peut-être. « Tu as dormi ?» demanda-t-elle en posant une main sur son épaule. Il sursauta à son contact, puis secoua la tête. « J'ai entendu des bruits toute la nuit, des craquements, des grattements, comme si quelqu'un marchait dans les murs. » Marguerite sentit un frisson parcourir son échine. Elle aussi avait entendu ces sons, mais elle avait essayé de se convaincre que c'était simplement la vieille maison qui gémissait sous le vent de novembre. « C'est normal, » dit-elle sans conviction. « Les maisons font du bruit. Pas ces bruits-là. » Armand se retourna vers elle, et dans ses yeux, elle vit une inquiétude profonde. « Marguerite, je crois qu'on devrait enterrer ta mère aujourd'hui. Pas attendre jusqu'à mercredi. Ah, c'est impossible, le curé Bertrand est déjà parti pour Lille, il ne reviendra que demain soir. Alors on le fait sans lui. On demande au bedeau de dire quelques mots et on l'enterre. » Marguerite le regarda, choquée. Enterrer quelqu'un sans cérémonie religieuse appropriée était impensable, presque sacrilège. Mais en voyant l'expression de son mari, elle comprit qu'il était sérieux et profondément effrayée. « Qu'est-ce qui te fait si peur ?» demanda-t-elle doucement. Armand hésita, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. « Je suis entré dans sa chambre cette nuit, vers 2 heures du matin. Je ne pouvais pas dormir, et j'ai eu l'impression d'entendre une voix, comme si quelqu'un appelait. » Il s'interrompit, déglutit péniblement. « Et quand je suis entré, j'ai vu, Marguerite, je te jure que j'ai vu ses yeux ouverts. Ses yeux me regardaient, pas comme ceux d'une morte, mais comme si elle était réveillée, mais incapable de bouger. » Marguerite sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'assit lourdement sur un banc. « C'est impossible. Maman est morte. Geneviève l'a confirmé. Le docteur Renaud aussi. Je sais ce que j'ai vu. » La voix d'Armand était ferme, mais teintée de désespoir. Et quand j'ai allumé la lampe, ses yeux étaient fermés à nouveau. Mais j'ai senti quelque chose, une présence, comme si elle était là, prisonnière dans son propre corps. Un bruit de pas dans le couloir les fit se taire. Édouard apparut dans l'embrasure de la porte, voûté et fatigué. Il portait les mêmes vêtements que la veille, et ses yeux étaient injectés de sang. « Je veux voir ma femme, » dit-il d'une voix rauque. « Maintenant. » Marguerite et Armand échangèrent un regard, puis suivirent le vieil homme vers la chambre du fond. Geneviève était toujours là, assise sur une chaise près du lit, un chapelet entre les mains. Elle leva les yeux à leur entrée, et Marguerite vit que son visage était presque gris de fatigue. « Elle a bougé, » dit Geneviève sans préambule. « Pendant la nuit, j'ai essayé de me convaincre que c'était mon imagination, mais non, elle a bougé. » Édouard s'approcha du lit où reposait sa femme. Ernestine était étendue sur le dos, les mains croisées sur sa poitrine, tenant un crucifix que quelqu'un avait placé là. Mais quelque chose avait changé. Sa position n'était plus tout à fait la même que la veille. Sa tête était légèrement tournée vers la droite, comme si elle avait essayé de regarder vers la fenêtre. Et son expression
Son expression semblait différente, moins paisible, plus tendue, presque douloureuse. « Mon Dieu !» murmura Édouard en posant une main tremblante sur le front de sa femme. « Elle est encore tiède. Comment est-ce possible ?» Geneviève se leva lentement, ses articulations craquant dans le silence. « Je ne sais pas. J'ai vu beaucoup de morts dans ma vie, mais jamais quelque chose comme ça. Le corps devrait être froid maintenant, complètement rigide, mais elle, c'est comme si... » « Comme si quoi ?» pressa Marguerite, comme si elle refusait de partir. Ces mots tombèrent comme des pierres dans l'eau stagnante de la pièce, créant des ondulations d'effroi qui touchèrent chacun d'entre eux. Édouard recula d'un pas, les yeux écarquillés. « Il faut appeler le docteur Renaud, dit-il. Immédiatement. Le docteur Renaud arriva 1 heure plus tard, un homme d'une 50aine d'années, aux manières brusques et à l'haleine, chargé de tabac. Il examina Ernestine avec l'efficacité clinique d'un professionnel, prenant son pouls inexistant, écoutant son cœur silencieux, soulevant ses paupières pour examiner ses yeux. Quand il se redressa, son visage était perplexe. « Elle est morte, ça ne fait aucun doute. » Mais il hésita, cherchant ses mots. « Il y a quelque chose d'inhabituel, la température du corps, pour commencer. Elle devrait être plus froide. Et la rigidité, elle semble venir et partir par vagues, ce qui n'est pas normal. »« Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda Marguerite. Le docteur haussa les épaules, mal à l'aise. « Honnêtement, je ne sais pas. J'ai entendu parler de cas similaires pendant la guerre. Des soldats qu'on croyait morts, mais qui étaient en réalité dans un état de catalepsie profonde. Leur respiration et leur pouls étaient si faibles qu'ils étaient indétectables. Certains se sont réveillés dans leur cercueil. » Un silence horrifié accueillit ces paroles. Marguerite porta une main à sa bouche, sentant la nausée monter. « Vous êtes en train de dire que ma mère pourrait être vivante ?»« Non, non, » se hâta de préciser le docteur. « Je suis sûr qu'elle est morte, mais il y a peut-être eu un délai, quelque chose qui a ralenti le processus de décomposition. L'air froid de novembre, peut-être, ou une condition médicale dont nous ignorions l'existence. » Mais son explication sonnait creuse, même à ses propres oreilles. Il remballa ses instruments et se dirigea vers la porte. « Je reviendrai demain pour l'enterrement. En attendant, continuez à la veiller. Et si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel, n'importe quoi, envoyez-moi chercher immédiatement. » Après son départ, la famille se réunit dans la cuisine pour discuter de la situation. Louise était presque hystérique, insistant pour qu'on enterre Ernestine immédiatement, curée ou pas. Tante Hélène voulait appeler le prêtre d'un village voisin. Cousin Mathieu suggéra même de faire venir un médecin de Valenciennes pour un second avis. Mais Édouard, assis à la tête de la table, resta silencieux pendant tout le débat. Finalement, il leva une main pour réclamer le silence. « Ernestine reste ici jusqu'à son enterrement officiel demain, » déclara-t-il d'une voix qui ne souffrait aucune contestation. « Elle voulait un enterrement digne. Elle l'aura. Nous ne céderons pas à la panique et à la superstition. »« Mais papa, » commença Louise, « il n'y a pas de mais. C'est ma décision finale. » Le reste de la journée s'écoula dans une atmosphère de tension insupportable. Les nouvelles de l'état étrange d'Ernestine se répandirent rapidement dans le village. Les habitants de Saint-Léandre commencèrent à affluer vers la maison des Morins. D'abord par curiosité, puis par un mélange de fascination morbide et de peur superstitieuse. Vers le milieu de l'après-midi, on comptait une 20aine de personnes dans la maison et la cour. Certains venaient présenter leurs condoléances, d'autres voulaient voir le corps de leurs propres yeux, vérifier les rumeurs qui circulaient déjà. On murmurait dans les coins, on échangeait des regards entendus, on parlait à voix basse de malédictions et de mauvais présages. Père Jérôme Levasseur, un vieux prêtre retraité qui vivait dans une chaumière à la lisière du village, se présenta en fin d'après-midi. C'était un homme émacié aux cheveux blancs, au regard perçant et à la voix encore forte malgré son grand âge. Il avait été le curé de Saint-Léandre pendant 40 ans, avant de céder sa place au jeune Bertrand. « Je suis venu bénir le corps », annonça-t-il en entrant, « et peut-être plus, si nécessaire. » Marguerite le conduisit à la chambre d'Ernestine. Le père Levasseur s'approcha du lit, sortit son étole et son goupillon,
et commença à réciter des prières en latin. Mais au moment où il aspergea le corps d'eau bénite, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les paupières d'Ernestine s'ouvrirent brusquement. Ses yeux, d'un bleu laiteux et voilé, fixèrent le plafond sans le voir. Sa bouche s'entr'ouvrit, laissant échapper un son rauque, à peine audible, comme le grincement d'une porte rouillée. Puis, aussi soudainement qu'il s'était ouvert, ses yeux se refermèrent, et elle redevint parfaitement immobile. Marguerite hurla. Le père Levasseur recula en trébuchant, lâchant son goupillon qui roula sur le plancher en bois. Geneviève, qui était entrée derrière eux, poussa un cri étouffé et se signa frénétiquement. « Seigneur Jésus, protégez-nous » murmura le prêtre, le visage livide. « Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. » La nouvelle de cet incident se répandit comme un feu de paille. En moins d'une heure, la moitié du village était au courant. Certains parlaient de miracles, d'autres de possessions démoniaques. Les plus superstitieux évoquaient les vieilles légendes. Ces histoires d'âmes qui refusaient de quitter leur enveloppe charnelle, de morts qui marchaient parmi les vivants. Le père Levasseur, après s'être ressaisi, insista pour rester dans la chambre avec Ernestine. Il passa le reste de l'après-midi à prier, à réciter des psaumes de protection, à asperger le corps d'eau bénite à intervalles réguliers. Mais chaque fois qu'il le faisait, les mêmes phénomènes se reproduisaient, les paupières qui s'ouvraient brièvement, le son rauque qui s'échappait de la gorge, puis le retour à l'immobilité. « C'est comme si elle essayait de nous dire quelque chose », murmura le prêtre à Édouard, « comme si elle était prisonnière, entre deux mondes, incapable de partir, mais aussi incapable de rester. » À la tombée de la nuit, Victor Lenoir réapparut de manière inattendue. Il frappa à la porte, son assistant Théo derrière lui, tous deux portant des sacoches en cuir. « J'ai entendu ce qui se passe, » dit-il à Marguerite. « Je suis venu récupérer les plaques photographiques que j'ai prises hier. Je crois qu'il y a quelque chose dessus que vous devez voir. » Ils s'installèrent dans la cuisine, et Victor sortit avec précaution plusieurs épreuves photographiques encore humides, fraîchement développées. Il les étala sur la table sous la lumière de la lampe à huile. Marguerite se pencha pour regarder et sentit son sang se glacer dans ses veines. Sur les photos du baptême, tout semblait normal. Adeline dans sa robe blanche, entourée de sa famille, le curé tenant le bénitier. Mais sur le portrait de famille avec Ernestine, « Mon Dieu !» souffla Louise en regardant par-dessus l'épaule de sa sœur. Sur la photo, Ernestine était assise dans son fauteuil, entourée de sa famille. Mais contrairement aux autres personnes présentes, dont les visages étaient nets et bien définis, son image était floue, presque vaporeuse, comme si elle avait bougé pendant la prise de vue, ou comme si elle n'était pas vraiment là. Mais ce n'était pas le plus troublant. Autour de sa tête, on distinguait une sorte de halo, une brume blanchâtre qui n'apparaissait nulle part ailleurs sur la photo. Et ses yeux sont ouverts, murmura Marguerite. Sur la photo, ses yeux sont ouverts. Victor hocha gravement la tête. J'ai vérifié mes notes. Je suis certain qu'ils étaient fermés quand j'ai pris la photo. J'en suis absolument certain. Mais sur le cliché, il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Tous ceux qui regardèrent la photo pouvaient le voir. Les yeux d'Ernestine, grands ouverts, fixaient directement l'objectif. Et dans ses yeux vitreux, on pouvait lire une expression qui n'avait rien de paisible. C'était de la terreur pure, de l'angoisse, comme si elle suppliait silencieusement qu'on la délivre. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Il y a autre chose, dit Victor en sortant une autre photo. Regardez celle-ci, je l'ai prise juste après avec une exposition différente. Sur cette deuxième photo, prise quelques secondes après la première, Ernestine était toujours floue, mais on pouvait distinguer quelque chose de nouveau. Derrière elle, dans l'ombre, semblait se dessiner une silhouette, une forme humaine, indistincte mais indéniablement présente, comme si quelqu'un d'autre se tenait là, invisible pour les vivants, mais capturé par l'objectif impitoyable de l'appareil photo. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Armand, la voix blanche. « Je ne sais pas. » Victor rangea rapidement les photos, comme s'il ne supportait pas de les regarder plus longtemps. « Mais je peux vous dire une chose.
En 20 ans de métier, j'ai photographié des centaines de morts. Je connais tous les effets, toutes les anomalies qui peuvent apparaître sur une plaque. Ceci n'est rien de tout ça. C'est quelque chose d'autre. Quelque chose que je ne comprends pas. Geneviève, qui avait observé les photos en silence, prit soudain la parole. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Marceline Dufresne. Elle habite dans la forêt, à environ 5 kilomètres d'ici. Les gens disent qu'elle est sorcière, mais c'est surtout une guérisseuse. Une femme qui connaît les vieilles traditions, les anciens savoirs. Si quelqu'un peut comprendre ce qui arrive à Ernestine, c'est elle. Édouard se leva brusquement, faisant grincer sa chaise sur le sol. Non, pas question de faire appel à cette charlatane. Ernestine était une femme pieuse. Elle aurait horreur qu'on fasse venir une sorcière pour s'occuper d'elle. Mais papa, plaida Marguerite, le père Levasseur lui-même n'arrive pas à... J'ai dit non, tonna Édouard, frappant du poing sur la table. Nous attendrons demain. Le curé Bertrand procédera à un enterrement chrétien et tout ceci sera terminé. Mais dans son regard, Marguerite vit le doute, la peur qui le rongeait de l'intérieur. Son père essayait de maintenir un semblant de normalité, de s'accrocher aux traditions et aux certitudes de sa foi, mais quelque chose de fondamental s'était brisé. La frontière entre la vie et la mort, si claire et définie en temps normal, était devenue floue, perméable, et personne ne savait comment la rétablir. Cette nuit-là fut encore pire que la précédente. Les sons étranges se multiplièrent, des gémissements qui semblaient provenir des murs eux-mêmes, des craquements rythmés comme des pas sur le plancher, des murmures indistincts qui flottaient dans l'obscurité. Adeline pleurait sans arrêt, inconsolable, comme si elle percevait le malaise qui imprégnait chaque recoin de la maison. Vers minuit, Marguerite, épuisée mais incapable de dormir, descendit à la cuisine pour se préparer une tisane. Elle trouva Geneviève déjà là, assise à la table, les yeux fixés sur la porte de la chambre d'Ernestine. « Elle ne dort pas, » dit la vieille femme sans préambule. « Je le sens. Elle est éveillée là-dedans, piégée dans son corps mort, consciente mais paralysée. C'est la pire des agonies. Comment pouvez-vous en être sûre ?» Geneviève tourna vers elle un regard hanté. « Parce que j'ai déjà vu ça, une fois, il y a très longtemps. Une jeune femme qui avait été empoisonnée. Le poison avait paralysé son corps, ralenti son cœur jusqu'à le rendre presque imperceptible. On l'a crue morte et on l'a mise en terre. 3 jours plus tard, quand on a ouvert le cercueil pour une raison que j'ai oubliée, on a trouvé... » Elle s'interrompit, fermant les yeux comme pour chasser l'image. On a trouvé des marques de griffures à l'intérieur du couvercle. Elle s'était réveillée dans sa tombe. Marguerite sentit l'horreur l'envahir. Elle pensa à sa mère, consciente mais prisonnière, luttant pour communiquer, pour faire comprendre qu'elle était encore là, quelque part, coincée entre 2 mondes. « Il faut faire quelque chose », dit-elle d'une voix tremblante. « On ne peut pas la laisser comme ça. Je sais. » Geneviève se leva lentement. « Demain matin, que ton père soit d'accord ou non, j'irai chercher Marceline. C'est la seule qui pourra nous aider. » Mais elles n'eurent pas à attendre jusqu'au matin. Vers 2 heures, un hurlement déchira le silence de la nuit. Un cri si strident, si chargé de terreur pure, qu'il glaça le sang de tous ceux qui l'entendirent. Marguerite et Geneviève se précipitèrent vers la chambre d'Ernestine, suivis de près par Armand, Édouard et Louise. Ils trouvèrent le père Levasseur, recroquevillé dans un coin, tremblant de tous ses membres, les yeux écarquillés d'horreur. Il pointait un doigt tremblant vers le lit. Ernestine était assise. Droite, rigide, les yeux grands ouverts, fixant le vide devant elle. Sa bouche était ouverte dans une grimace silencieuse, et ses mains, crispées en griffes, agrippaient le drap qui recouvrait ses jambes. Et de sa gorge s'échappait un son, un râle continu et monocorde, comme le grincement d'une scie rouillée sur du métal. « Aidez-moi » sembla-t-elle articuler, bien qu'aucun mot compréhensible ne sortît de sa bouche. « Aidez-moi » Puis, aussi brusquement qu'elle s'était redressée, elle retomba en arrière sur le lit, redevenant le cadavre immobile qu'elle était censée être. Mais cette fois, personne ne put se convaincre qu'il s'agissait d'un phénomène naturel, d'une simple contraction musculaire post-mortem.
Ernestine Morin n'était pas en paix, et elle ne le serait pas tant qu'on n'aurait pas découvert ce qui la retenait prisonnière dans son corps mort. L'aube du mercredi se leva dans un ciel lourd de nuages noirs qui promettaient la pluie. Personne n'avait dormi dans la maison des Morin. Les membres de la famille étaient rassemblés dans la cuisine, le visage blême, les yeux cernés, parlant à voix basse comme s'ils craignaient de réveiller quelque chose. Le père Levasseur était parti, peu après l'incident de la nuit, marmonnant des prières incohérentes et refusant de retourner dans la chambre d'Ernestine. Il avait promis de revenir avec le curé Bertrand pour l'enterrement, mais son regard fuyant suggérait qu'il n'en ferait rien. Geneviève, fidèle à sa parole, annonça qu'elle partait chercher Marceline Dufresne, quelles que soient les objections d'Édouard. Cette fois, le vieil homme ne protesta pas. La nuit avait brisé quelque chose en lui, effacé ses dernières certitudes. Il resta assis à la table, fixant le vide, les mains tremblantes sur sa tasse de café froid. « Je vais avec vous, » dit Marguerite à Geneviève. « Je ne peux pas rester ici à attendre. » Armand voulut les accompagner, mais Louise avait besoin de lui pour s'occuper d'Adeline et surveiller Édouard, qui semblait sur le point de s'effondrer. Finalement, ce fut cousin Mathieu qui offrit de les escorter, armé d'un vieux fusil de chasse qui avait appartenu à son père. Le trajet jusqu'à la cabane de Marceline fut pénible. Il fallait traverser des champs boueux, puis s'enfoncer dans la forêt dense qui bordait le village au nord. Les arbres, dépouillés de leurs feuilles par l'automne, dressaient leurs branches nues vers le ciel, comme des doigts squelettiques. Le sol était tapissé de feuilles mortes et de mousse humide qui étouffaient leurs pas. Marceline Dufresne vivait dans une chaumière isolée, une construction basse aux murs de torchis et aux toits de chaume envahis par les mousses. Un mince filet de fumée s'échappait de la cheminée. Autour de la maison, un jardin désorganisé où poussaient des plantes médicinales côtoyait des herbes sauvages et des fleurs fanées. Geneviève frappa à la porte, 3 coups secs. Après un long moment, la porte s'ouvrit sur une femme qui devait avoir dans les 60 ans, mais dont le visage était étonnamment lisse et jeune. Ses cheveux, d'un gris argenté, tombaient librement sur ses épaules. Ses yeux, d'un vert profond, semblaient voir à travers les gens plutôt que de les regarder. « Geneviève, » dit-elle d'une voix douce mais ferme, « je me demandais quand tu viendrais. Entre. » Ils pénétrèrent dans l'unique pièce de la chaumière. L'intérieur était étonnamment ordonné, avec un lit dans un coin, une table couverte de livres et de bocaux remplis d'herbes séchées, et une grande cheminée où mijotait une marmite dégageant une odeur d'herbes et de racines. « Tu sais pourquoi nous sommes là ?» dit Geneviève. Ce n'était pas une question. Marceline hocha la tête, s'installant sur un tabouret près du feu. « Ernestine Morin. Elle ne part pas. »« Comment savez-vous commença Marguerite. Mais Marceline l'interrompit d'un geste. « Les morts qui refusent de partir font du bruit, ma petite. Ils perturbent l'équilibre naturel. Je le sens depuis 2 jours. Quelque chose la retient ici, quelque chose de fort, de douloureux. Pouvez-vous l'aider » demanda Marguerite d'une voix suppliante. « Pouvez-vous la libérer ?» Marceline la regarda longuement, ses yeux verts semblant sonder son âme. « Peut-être, mais d'abord, il faut comprendre ce qui la retient. Les morts ne restent pas sans raison. Il y a toujours quelque chose, un secret non révélé, une injustice non réparée, une vérité qui doit être mise au jour. Dis-moi, Marguerite, ta mère avait-elle des secrets ?» Marguerite ouvrit la bouche pour répondre par la négative, mais se tut. En vérité, qui pouvait prétendre connaître tous les secrets d'un autre être humain, même de sa propre mère? Ernestine avait été une femme discrète, pieuse, dévouée à sa famille. Mais au cours des derniers mois de sa vie, Marguerite avait remarqué des changements. Sa mère devenait de plus en plus silencieuse, perdue dans des pensées qu'elle ne partageait avec personne. Parfois, Marguerite la surprenait à regarder par la fenêtre pendant des heures, les yeux fixés sur quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. « Je ne sais pas », admit-elle finalement. Ces derniers temps, elle était différente, distante. Marceline se leva et se dirigea vers une étagère encombrée. Elle en tira un vieux livre relié de cuir, le feuilleta rapidement, puis hocha la tête, comme si elle y avait trouvé une confirmation. Il existe un état rare mais documenté où l'âme refuse de quitter le corps.
Pas par choix, mais parce qu'elle est enchaînée par quelque chose de non résolu. C'est comme une encre invisible qui la retient. Et tant que cette encre n'est pas coupée, l'âme reste prisonnière, entre la vie et la mort, souffrant d'une manière que les vivants ne peuvent imaginer. Comment coupe-t-on cette encre? En découvrant ce qui la crée, en mettant au jour le secret, en réparant l'injustice, en révélant la vérité. Marceline referma le livre. « Je vais venir avec vous. Je dois voir Ernestine, sentir ce qui l'enchaîne. Mais soyez prévenus, ce que nous découvrirons ne sera peut-être pas agréable. Les secrets enterrés ont souvent de bonnes raisons de l'être. » Le retour au village se fit en silence. Marceline marchait d'un pas assuré, portant un sac en toile rempli d'objets mystérieux. Des bougies, des herbes, des fioles contenant des liquides colorés. Marguerite sentait à la fois l'espoir et l'appréhension monter en elle. Et si sa mère avait vraiment un secret terrible? Et si la vérité était pire que l'ignorance? Quand ils arrivèrent à la maison des Morins, ils trouvèrent le curé Bertrand qui venait d'arriver de Lille. C'était un homme dans la force de l'âge, aux traits sévères et au regard inquisiteur. Il ne cacha pas sa désapprobation en voyant Marceline. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» demanda-t-il sèchement à Édouard. « Vous faites appel à des pratiques païennes maintenant ?»« Mon curé ?» intervint Geneviève, avant qu'Édouard ne puisse répondre. « Avec tout le respect que je vous dois, vos prières n'ont pas suffi. Le père Levasseur non plus n'a rien pu faire. Il faut essayer autre chose. » « Non, Dieu, il n'y a rien d'autre, » s'emporta le curé. « Soit cette femme est morte et doit être enterrée, soit elle est vivante et doit être soignée. Il n'y a pas de troisième option. Tout le reste n'est que superstition et blasphème. » Mais avant que la dispute ne s'envenime, un cri provint de la chambre d'Ernestine. Louise, qui était allée vérifier l'état du corps, ressortit en trébuchant, le visage livide. « Venez, venez voir !» Ils se précipitèrent tous dans la chambre, et ce qu'ils découvrirent les figea sur place. Ernestine avait changé de position. Elle était maintenant tournée sur le côté, face au mur, dans une posture qui évoquait quelqu'un qui se cache, qui se protège de quelque chose. Et sur le mur, juste devant son visage, quelque chose avait été gravé dans le plâtre. Des lettres, maladroites, irrégulières, comme tracées avec un ongle. Elles formaient un mot. « Jules. »« Jules », murmura Marguerite, sentant son cœur se serrer. « Mon frère, celui qui est mort à la guerre. » Marceline s'approcha du lit, posa une main sur le front d'Ernestine. Ses yeux se fermèrent, et pendant un long moment, elle resta immobile, comme en transe. Quand elle rouvrit les yeux, son expression était grave. Elle veut nous montrer quelque chose, au sujet de Jules, quelque chose qu'elle n'a jamais dit à personne. « Quoi donc ?» demanda Édouard d'une voix brisée. « Que pourrait-elle savoir sur Jules que nous ignorons? Il est mort à Verdun. Son corps n'a jamais été retrouvé. C'est tout ce qu'il y a à savoir. » Marceline secoua la tête lentement. « Non, il y a plus. Et elle veut que vous le sachiez avant de pouvoir partir. » Elle se tourna vers Marguerite. « Y a-t-il un endroit dans cette maison où ta mère aurait pu cacher quelque chose? Un endroit secret, privé, où elle seule allait ?» Marguerite réfléchit intensément. Sa mère avait toujours été une femme simple, sans fantaisie. Elle n'avait pas de coffret à bijoux, pas de journal intime, pas de... Puis elle se souvint. Le grenier. Ernestine montait parfois au grenier, seule, et y restait des heures. Quand Marguerite lui demandait ce qu'elle y faisait, elle répondait vaguement qu'elle rangeait des vieilles affaires. « Le grenier, dit-elle. Elle allait souvent au grenier ces derniers mois. Alors c'est là qu'il faut chercher. » Ils montèrent tous au grenier, une pièce basse et poussiéreuse sous les combles, encombrée de vieux meubles, de coffres remplis de linge et d'objets oubliés. La lumière du jour filtrait faiblement à travers une lucarne crasseuse. Marceline se tint au centre de la pièce, les yeux fermés, comme si elle écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. « Là !» dit-elle soudain, pointant vers un coin sombre. Derrière cette vieille armoire, Mathieu et Armand déplacèrent le meuble lourd, révélant un pan de mur où plusieurs planches semblaient avoir été déplacées récemment. Derrière, il y avait une cavité, et dans cette cavité, une vieille boîte en fer rouillé. Marguerite la prit avec des mains tremblantes et l'ouvrit.
À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines de lettres jaunies par le temps, toutes adressées à Ernestine Morin, et toutes signées de la même main, Jules Morin. « Mais c'est impossible, » murmura Édouard. « Jules est mort en 1916. Ces lettres, certaines sont datées de 1917, 1918. »« Lisez, » dit simplement Marceline. Avec des doigts tremblants, Marguerite ouvrit la première lettre. L'encre était pâlie, l'écriture irrégulière, mais les mots étaient clairs. « Mère chérie, je sais que tu dois me croire mort. L'armée l'a sans doute annoncé ainsi, mais je suis vivant, blessé, caché, mais vivant. Je ne peux pas revenir, pas maintenant, peut-être jamais. Ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, je ne suis plus le même homme. Je ne mérite plus de porter notre nom. Pardonne-moi, je t'en supplie. Ne dis rien à personne. Laisse-les me pleurer. C'est mieux ainsi. Ton fils qui t'aime toujours, Jules. » Marguerite sentit ses jambes se dérober. Elle s'assit lourdement sur un vieux coffre, les lettres éparpillées autour d'elle. Louise ramassa une autre, la lut, puis une autre encore. Toutes racontaient de la même histoire. Jules n'était pas mort à Verdun, il avait déserté. « Non, » murmura Édouard, les larmes coulant sur ses joues ridées. « Non, mon fils n'était pas un lâche. Il ne peut pas. » Mais les preuves étaient là, indéniables. Jules avait survécu à Verdun, mais quelque chose s'était brisé en lui dans les tranchées. Il avait fui, abandonné son poste, et s'était caché quelque part en France sous une fausse identité. Ses lettres à sa mère devenaient de plus en plus désespérées au fil des années, racontant sa honte, sa culpabilité, son incapacité à revenir. La dernière lettre, datée d'octobre 1919, juste un mois avant la mort d'Ernestine, était la plus déchirante. « Mère, j'ai appris que tu es malade. Je voudrais tant venir te voir, te tenir la main une dernière fois. Mais je ne peux pas. Si je reviens, ils me fusilleront pour désertion. Je dois rester caché. Je dois continuer à être mort pour le monde. Mais sache que je pense à toi chaque jour. Ton pardon est la seule chose qui me permet de continuer. Dis-moi que tu me pardonnes, mère. Je t'en supplie. Jules. » Elle ne lui a jamais répondu, murmura Marguerite en regardant les autres lettres. « Regarde, il y en a 3 autres après celle-ci, de plus en plus désespérée. Il la suppliait de lui écrire, ne serait-ce qu'un mot, mais elle ne l'a jamais fait. » Le silence qui suivit fut pesant, écrasant. Tous comprenaient maintenant ce qui retenait Ernestine. Elle était morte sans avoir pardonné à son fils, sans lui avoir dit qu'elle l'aimait toujours malgré sa désertion. Et maintenant, son âme était enchaînée par cette culpabilité, par ce pardon non accordé. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton Merci en forme de cœur afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. « Il faut retrouver Jules », dit Marceline. « C'est la seule façon de libérer Ernestine. Il faut qu'elle lui dise ce qu'elle n'a pas pu lui dire de son vivant. »« Mais comment ?» demanda Armand. « Ces lettres ne donnent aucune adresse précise. Il pourrait être n'importe où en France. » Marguerite fouilla frénétiquement dans la boîte, cherchant un indice, n'importe quoi. Au fond, sous les lettres, elle trouva une photo de Jules en civil, debout devant ce qui semblait être un petit café. Derrière lui, on pouvait distinguer une enseigne partiellement visible, Féchat, et un numéro, 14. « Un café », dit Mathieu en examinant la photo, quelque part avec « chat » dans le nom. « Champagne » Charleroi, Chartres, dit soudain le curé Bertrand qui avait observé en silence. Il y a un café à Chartres, près de la cathédrale, le café de la Chapelle. J'y suis passé lors d'un voyage. C'est au numéro 14 de la rue Saint-Pierre. L'espoir s'alluma dans les yeux de Marguerite. Chartres, c'est à environ 5 heures de train d'ici. Si nous partons maintenant, je viens avec toi, dit Armand fermement. Tu ne peux pas y aller seul. Moi aussi, ajouta Louise. Jules est mon frère aussi. Marceline hocha la tête. Allez, vite, je resterai ici avec Ernestine pour maintenir son âme accrochée le temps que vous reveniez avec Jules. Mais dépêchez-vous, chaque heure qui passe l'affaiblit davantage. Si vous tardez trop, elle pourrait partir sans avoir obtenu son pardon. Et alors, son âme serait perdue à jamais.
En moins d'une heure, Marguerite, Armand et Louise étaient en route vers la gare la plus proche, à Valenciennes. Le trajet fut un cauchemar de trains bondés, de retards inexpliqués, d'attentes interminables. Chaque minute perdue leur semblait une éternité. Pendant ce temps, à Saint-Léandre, Marceline veillait sur Ernestine. Elle avait disposé des bougies autour du lit, brûlé des herbes dont la fumée âcre emplissait la chambre. Elle tenait la main froide d'Ernestine et murmurait des mots dans une langue ancienne, des incantations qui n'avaient pas été prononcées depuis des générations. Et lentement, imperceptiblement, quelque chose changeait. Le corps d'Ernestine semblait moins rigide, son visage moins crispé. Comme si, d'une manière ou d'une autre, elle sentait que ses enfants essayaient de l'aider, qu'ils avaient découvert son secret et partaient réparer ce qui pouvait l'être. Mais le temps pressait. Marceline pouvait le sentir. L'encre qui retenait l'âme d'Ernestine commençait à se rompre, non pas libérée, mais simplement usée par le temps et la souffrance. Si Marguerite ne revenait pas bientôt avec Jules, ou au moins avec la preuve de son pardon, Ernestine partirait de la manière la plus terrible qui soit, toujours enchaînée, mais trop faible pour rester. Son âme serait prise entre les mondes, errant éternellement, ni vivante ni morte, condamnée à une existence spectrale de souffrance sans fin. « Tenez bon, Ernestine », murmura Marceline en serrant la main glacée. « Vos enfants reviennent. Tenez bon encore un peu. » Dans la pénombre de la chambre, les paupières d'Ernestine tressaillirent légèrement, comme une réponse silencieuse à cet appel désespéré. Le train entra en gare de Chartres, alors que le soleil commençait à décliner, teintant le ciel d'orange et de rouge sang. Marguerite, Armand et Louise descendirent sur le quai épuisés par le voyage, mais animés d'une détermination farouche. Ils n'avaient pas de temps à perdre. Chaque minute qui passait était une minute de souffrance supplémentaire pour Ernestine, une minute où son âme se rapprochait dangereusement du point de non-retour. La cathédrale de Chartres se dressait devant eux, massive et imposante dans la lumière crépusculaire. Ses flèches gothiques semblaient transpercer le ciel et ses vitraux luisaient faiblement dans l'obscurité grandissante. Ils demandèrent leur chemin à un passant qui leur indiqua la rue Saint-Pierre, une ruelle étroite qui serpentait derrière la cathédrale. Le café de la Chapelle était un établissement modeste, coincé entre une boulangerie et une mercerie. Ses fenêtres embuées laissaient deviner une salle enfumée où quelques clients attardés buvaient leur dernier verre de la journée. Au-dessus de la porte, l'enseigne peinte à la main portait le numéro 14. Marguerite poussa la porte, faisant tinter une clochette. L'intérieur du café était sombre et enfumé, sentant la bière éventée et le tabac. Quelques hommes, installés au bar ou à des tables branlantes, levèrent les yeux vers les nouveaux arrivants avec une curiosité mêlée de méfiance. Le patron, un homme corpulent au tablier taché, s'approcha d'eux en s'essuyant les mains sur un torchon grisâtre. « Bonsoir. Vous désirez quelque chose ?» Marguerite sortit la photo de Jules de son sac et la tendit au patron. « Nous cherchons cet homme. Jules Morin. Nous savons qu'il venait ici, nous pensons qu'il travaille peut-être dans le coin. » Le patron jeta un coup d'œil à la photo et Marguerite vit quelque chose passer dans ses yeux. De la reconnaissance peut-être, mais aussi de la prudence. « Connais pas, » dit-il en rendant la photo. « Jamais vu ce type. »« S'il vous plaît, » supplia Marguerite. « C'est une question de vie ou de mort. Notre mère est mourante. Elle veut le voir une dernière fois. J'ai dit que je ne le connais pas. » Le ton du patron était devenu cassant. « Maintenant, si vous ne commandez rien, je vais vous demander de partir. » Armand fit un pas en avant, la mâchoire serrée, mais Marguerite posa une main sur son bras pour le retenir. Il ne gagnerait rien par la confrontation. Elle balaya la salle du regard, cherchant « Quoi ?» Un indice, un visage familier, n'importe quoi. Et puis elle le vit. Dans le coin le plus sombre du café, presque invisible dans l'ombre, un homme était assis seul à une table. Il portait une casquette usée qui cachait une partie de son visage, mais quelque chose dans sa posture, dans la manière dont il se tenait légèrement courbé, éveilla un souvenir en Marguerite. Elle s'approcha lentement, le cœur battant. Quand elle fut à quelques pas de lui, l'homme leva la tête.
Leurs regards se croisèrent, et Marguerite sentit le temps s'arrêter. C'était Jules, vieilli, émacié, marqué par les années et la culpabilité, mais c'était indéniablement lui. Ses yeux, autrefois vifs et pleins de vie, étaient maintenant éteints, hantés. Une cicatrice profonde courait le long de sa mâchoire, souvenir d'une blessure de guerre mal soignée. « Marguerite, murmura-t-il, et sa voix était celle d'un homme brisé. Tu n'aurais pas dû venir. » Jules. Elle s'assit en face de lui, les larmes coulant librement sur ses joues. « Mon Dieu, Jules, c'est vraiment toi. » Louise et Armand s'approchèrent, eux aussi bouleversés. Louise laissa échapper un sanglot étranglé et tendit la main vers son frère, mais Jules se recula comme si son contact le brûlait. « Non, ne me touchez pas, je ne mérite pas. » Sa voix se brisa. « Vous ne devriez pas être là. J'ai tout fait pour disparaître, pour que vous puissiez me pleurer dignement. Comment m'avez-vous trouvé ?»« Les lettres, » répondit Marguerite. « Maman a gardé toutes tes lettres. Elle est morte, Jules, ou plutôt, elle est entre la vie et la mort. Son âme ne peut pas partir parce qu'elle ne t'a jamais pardonné. » Jules devint encore plus pâle, si c'était possible. Il porta une main tremblante à son visage. « Non, non, pas ça, pas maman. Quand? Comment? Il y a 3 jours, juste avant le baptême d'Adeline, ma fille, ta nièce. » Marguerite prit les mains de son frère entre les siennes, ignorant sa résistance. « Jules, maman savait que tu étais vivant. Elle a reçu toutes tes lettres. Elle les a lues, encore et encore. Mais elle n'a jamais répondu. Et maintenant, elle est piégée, incapable de partir en paix parce qu'elle ne t'a pas dit qu'elle me pardonnait. » Jules ferma les yeux, et une larme solitaire coula sur sa joue scarifiée. Elle ne pouvait pas. Comment le pourrait-elle? J'ai déshonoré notre nom, j'ai abandonné mes camarades, j'ai fui comme un lâche. Tu n'es pas un lâche, dit fermement Armand. J'étais là-bas, moi aussi. J'ai vu Verdun, j'ai vu la Somme. Ce que nous avons vécu là-bas, personne ne devrait avoir à l'endurer. Tu as survécu. Il n'y a aucune honte à ça. Si, il y en a. Jules ouvrit les yeux, et dans ce regard, Marguerite vit un gouffre de douleur et de culpabilité. « Vous ne savez pas ce que j'ai fait, vous ne savez pas pourquoi j'ai fui. Alors dis-le-nous, » dit doucement Marguerite. « Quelle que soit la vérité, nous sommes ta famille. Nous ne te jugerons pas, mais maman a besoin de savoir. Son âme est tourmentée. Si tu l'as aimée, si tu l'aimes encore, tu dois venir avec nous, tu dois lui parler. » Jules resta silencieux pendant un long moment, luttant visiblement avec lui-même. Puis, lentement, il commença à parler, sa voix à peine audible dans le brouhaha du café. C'était en juin 1916. Nous étions à Verdun depuis des semaines, l'enfer sur terre. Les obus pleuvaient jour et nuit. On vivait dans la boue, entouré de cadavres, respirant l'odeur de la mort à chaque instant. Il s'interrompit, tremblant au souvenir. Il y avait un groupe de 6 hommes avec moi, des amis, des frères d'armes. Nous étions dans un abri quand un obus a touché à proximité. L'explosion a fait s'effondrer une partie du toit. Nous étions coincés, ensevelis sous les décombres. Marguerite sentit sa gorge se serrer. Elle connaissait la suite, ou du moins pouvait l'imaginer. Il n'y avait qu'une petite ouverture, assez grande pour qu'une personne puisse se faufiler, mais une seule. Nous savions qu'un autre obus pouvait tomber à tout moment, achever de détruire l'abri. Nous allions tous mourir si personne ne sortait pour aller chercher de l'aide. Jules leva vers eux des yeux emplis d'une douleur infinie. J'ai été le premier à atteindre l'ouverture. J'aurais dû rester, essayer d'élargir le passage pour que les autres puissent sortir aussi. Mais j'ai paniqué. J'ai eu peur de mourir. Alors je me suis faufilé dehors. Et j'ai couru. J'ai couru sans me retourner. Il laissa échapper un sanglot étranglé. 10 minutes plus tard, un autre obus a frappé l'abri. Ils sont tous morts, tous les 6, parce que je les ai abandonnés, parce que j'étais un lâche. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marguerite serra les mains de son frère, les larmes coulant sur ses joues. « Tu as eu peur. C'est humain. Tu n'es pas responsable de leur mort. L'ennemi l'est. La guerre l'est. Non. » Jules secoua la tête avec véhémence. « Je les ai trahis.
Et après, je n'ai pas pu continuer. Chaque fois que je fermais les yeux, je les voyais, leur visage me suppliant de revenir, de les sauver. Alors, j'ai déserté. J'ai préféré être considéré comme mort plutôt que de vivre avec ce que j'avais fait. Maman n'a pas besoin de savoir tout ça, dit Louise doucement. Elle a juste besoin de savoir que tu es vivant et qu'elle peut te pardonner. Jules leva vers elle un regard désespéré. Mais je ne peux pas retourner là-bas. Si l'armée découvre que je suis vivant, que j'ai déserté. La guerre est finie depuis presque 1 an, dit Armand. Les choses ont changé. Il y a eu une amnistie partielle pour certains déserteurs. Et de toute façon, ce n'est pas ça qui compte maintenant. Ce qui compte, c'est ta mère. Elle est en train de mourir pour la 2e fois, Jules. Et cette fois, c'est pire que la mort physique. Son âme est tourmentée. Seul toi peux la libérer. Jules resta silencieux pendant une éternité, le regard perdu dans les profondeurs de sa culpabilité. Puis, lentement, il hocha la tête. « D'accord, je viens. Même si ça doit me coûter ma liberté, ma vie. Je le dois à maman. » Le voyage de retour fut encore plus éprouvant que l'aller. Le dernier train pour Valenciennes était déjà parti, et ils durent attendre le 1er du matin, perdant de précieuses heures. Marguerite, rongée par l'angoisse, ne put fermer l'œil de la nuit. Elle ne cessait de penser à sa mère, seule dans cette chambre sombre, son âme piégée et souffrante. Quand ils arrivèrent enfin à Saint-Léandre, le soleil était déjà haut dans le ciel. Jeudi matin. Cela faisait maintenant 5 jours qu'Ernestine était morte. Ou plutôt 5 jours qu'elle était dans cet état horrible entre la vie et la mort. En entrant dans la maison, ils furent accueillis par Geneviève, dont le visage ravagé disait tout. Elle a empiré. Marceline fait ce qu'elle peut, mais... Il faut se dépêcher. Ils se précipitèrent vers la chambre. L'odeur qui en émanait les frappa de plein fouet. Un mélange d'herbes brûlées, d'encens et de quelque chose d'autre, de plus sombre, de plus inquiétant. L'odeur de la mort et de quelque chose qui refuse la mort. Marceline était toujours là, agenouillée près du lit, les lèvres bougeant en prière silencieuse. Ernestine. Ernestine était presque méconnaissable. Son corps s'était affaissé sur lui-même, comme si elle avait perdu toute sa substance. Sa peau, autrefois pâle, avait pris une teinte grisâtre, presque verdâtre par endroits. Ses yeux étaient ouverts, mais complètement vitreux, ne reflétant plus rien. Mais le plus troublant était l'expression de son visage. Une grimace de douleur pure, de souffrance absolue, figée dans la chair comme une sculpture de l'agonie. Jules s'arrêta sur le seuil, pétrifié. Marguerite dut le pousser doucement pour qu'il entre. « Maman !» murmura-t-il, s'approchant lentement du lit. « Maman, c'est moi. Jules, je suis là. » Marceline ouvrit les yeux et les fixa sur Jules. Elle hocha la tête avec satisfaction. « Tu es venu. Bien. Maintenant, parle-lui. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Et surtout, demande-lui pardon. C'est la seule chose qui peut briser les chaînes qui la retiennent. » Jules s'agenouilla près du lit et prit la main froide de sa mère. Les larmes coulaient librement sur son visage scarifié. « Maman, je suis tellement désolé. Désolé de t'avoir fait croire que j'étais mort. Désolé de ne pas être revenu. Désolé d'avoir été un lâche. J'ai honte de ce que je suis devenu, de ce que j'ai fait. Mais je t'aime, maman. Je t'ai toujours aimé. S'il te plaît, pardonne-moi. Libère-toi de cette culpabilité. Ce n'est pas ta faute si je ne suis pas revenu. C'est la mienne, toute la mienne. Tu n'as rien à te reprocher. » Pendant un moment, rien ne se passa. Le corps d'Ernestine resta inerte, sa grimace de douleur inchangée. Puis, imperceptiblement d'abord, quelque chose commença à changer. Ses doigts, crispés en griffes, commencèrent à se détendre. L'expression de son visage s'adoucit légèrement, et dans ses yeux vitreux, une lueur apparut, faible mais indéniable. Ses lèvres bougèrent, formant des mots sans son. « Elle essaie de parler, » dit Marceline. « Écoute bien. » Jules se pencha, son oreille près de la bouche de sa mère. Pendant un long moment, il n'y eut que le silence. Puis, si faible que c'était presque inaudible, un murmure s'échappa des lèvres d'Ernestine. « Mon fils !» Jules sanglota ouvertement. « Oui, maman, c'est moi.
Je suis là. Pardon. Le mot était à peine un souffle, mais il résonna dans la chambre comme un coup de tonnerre. Je te pardonne. Une paix soudaine envahit le visage d'Ernestine. Les dernières traces de tension disparurent, remplacées par une expression de sérénité profonde. Ses yeux, qui avaient été si hantés, si tourmentés, se fermèrent doucement. Et cette fois, c'était vraiment la fin. Marguerite le sentit. Tous le sentirent. L'âme d'Ernestine venait enfin de se libérer, de couper les chaînes qui la retenaient dans son corps mort. Elle était partie en paix, libérée de sa culpabilité, sachant que son fils était vivant et qu'elle lui avait donné ce qu'il cherchait désespérément, son pardon. Jules resta agenouillé près du lit, tenant la main de sa mère maintenant vraiment inerte, pleurant toutes les larmes qu'il avait retenues pendant 3 ans d'errance et de honte. Marceline se leva lentement, épuisée par les 5 jours de veille spirituelle. « C'est fini », dit-elle simplement. Elle est partie, pour de bon cette fois. L'enterrement d'Ernestine Morin eut lieu le lendemain, vendredi. Cette fois, ce fut une cérémonie paisible, sans incident troublant. Le curé Bertrand officia, récitant les prières avec une solennité appropriée. Tout le village était présent, curieux de voir comment se dénouerait cette histoire étrange qui avait tenu Saint-Léandre en haleine pendant 1 semaine. Mais surtout, ils étaient là pour voir Jules, car la nouvelle de son retour s'était répandue comme une traînée de poudre. Le fils Morin, celui qu'on croyait mort à Verdun, était vivant. Certains le regardaient avec respect, d'autres avec méfiance, quelques-uns avec mépris. Mais Jules, debout près de la tombe fraîchement creusée, semblait ne rien voir de tout cela. Il avait les yeux fixés sur le cercueil qui descendait lentement dans la terre, enfin en paix. Après la cérémonie, la famille se rassembla à la maison pour le repas funéraire. L'atmosphère était étrangement légère, comme si un poids énorme avait été levé de leurs épaules. Ernestine était enfin partie, et Jules était revenu. 2 miracles, l'un sombre, l'autre lumineux. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda Marguerite à son frère alors qu'ils étaient assis côte à côte dans la cuisine. Jules haussa les épaules. « Je ne sais pas. Je ne peux pas rester ici. Les autorités militaires... » « J'ai parlé au maire, » intervint Édouard. « Il connaît quelqu'un à Lille, un avocat qui s'occupe des cas de déserteurs. Il pense qu'avec les circonstances atténuantes, tu pourrais obtenir un pardon officiel. Ça prendra du temps, mais tu pourrais revenir, vraiment revenir. » Jules regarda son père, et pour la première fois depuis son retour, un faible sourire éclaira son visage marqué. « J'aimerais ça. J'aimerais rentrer à la maison. » 3 jours plus tard, Victor Lenoir revint au village. Il avait terminé le développement de toutes les photos prises lors du baptême et voulait les livrer personnellement. Quand Marguerite ouvrit la porte, elle vit que le photographe avait l'air troublé. « J'ai quelque chose à vous montrer, » dit-il sans préambule. « Quelque chose que je ne comprends pas. » Il étala les photos sur la table de la cuisine. Marguerite les examina avec appréhension, se souvenant de la première série de clichés et des anomalies troublantes qu'il révélait. Les photos du baptême étaient normales, belles même. Adeline, dans sa robe blanche, entourée de sa famille, semblait un ange. Mais les portraits de famille avec Ernestine... « Regardez !» dit Victor en désignant une des photos. « Celle-ci a été prise avant l'incident, quand votre mère venait de mourir. » Sur la photo, Ernestine était toujours floue, mais quelque chose avait changé. Le halo autour de sa tête avait disparu. Ses yeux, bien que fermés sur le cliché, ne dégageaient plus cette impression de terreur. Au contraire, elle semblait paisible, presque souriante. Et maintenant, regardez celle-ci. Victor posa une autre photo sur la table. Je l'ai développée ce matin. C'est la dernière que j'ai prise, juste avant de partir. Marguerite sentit son souffle se couper. Sur cette photo, prise après que Jules fut revenu et qu'Ernestine fut enfin partie en paix, quelque chose d'extraordinaire était visible. Derrière la famille rassemblée, dans l'ombre, on distinguait clairement 2 silhouettes translucides. L'une était celle d'Ernestine, reconnaissable à sa robe noire et à sa stature. Mais à côté d'elle se tenait une autre forme, plus grande, masculine.
Et même si les détails étaient flous, Marguerite aurait pu jurer qu'elle reconnaissait cette posture, cette manière de se tenir légèrement voûtée. On dirait, commença Louise, la voix tremblante. Jules, termina Marguerite. Ou plutôt, l'image de ce que Jules était quand il est mort, symboliquement en 1916. Maman l'a retrouvé. Même dans la mort, elle l'a retrouvé. Victor rangea soigneusement les photos dans une enveloppe. Je ne sais pas ce que ces images signifient. Je ne sais pas si c'est un défaut des plaques, un jeu de lumière ou autre chose. Mais j'ai pensé que vous aviez le droit de les voir, de décider quoi en faire. Marguerite prit l'enveloppe et la serra contre elle. Merci pour tout. Après le départ de Victor, la famille décida de garder ces photos secrètes. Elles étaient trop personnelles, trop chargées d'émotions et de mystères pour être partagées avec le reste du village. On les rangea dans la vieille boîte en fer du grenier avec les lettres de Jules, témoignage silencieux d'un drame familial qui avait frôlé le surnaturel. Les semaines passèrent. Jules obtint effectivement un pardon partiel, à condition de ne jamais parler publiquement de sa désertion. Il revint à Saint-Léandre et s'installa dans une petite maison en bordure du village. Les habitants finirent par accepter sa présence, même si certains ne lui adressaient jamais la parole. Marguerite et Armand continuèrent leur vie, élevant la petite Adeline qui grandissait en une enfant vive et joyeuse. Parfois, la nuit, Marguerite se réveillait en pensant à sa mère, à ces jours terribles où son âme était restée piégée entre deux mondes. Mais ses pensées n'étaient plus accompagnées de peur ou d'horreur. Au contraire, elles lui apportaient une certaine paix, car Ernestine était partie en paix. Après avoir vécu une vie de dévouement et de sacrifice, après avoir porté le poids terrible du secret de son fils, elle avait finalement trouvé le repos. Et quelque part, dans un lieu que les vivants ne peuvent connaître, elle veillait sur sa famille, libre enfin de toute chaîne. Un an après ces événements, par une froide journée de novembre, Marguerite monta au grenier. Elle sortit la vieille boîte en fer et l'ouvrit avec précaution. Les lettres de Jules étaient toujours là, jaunies et fragiles. Les photos de Victor aussi. Elle prit la dernière photo, celle qui montrait les silhouettes translucides d'Ernestine et de Jules. À la lumière du jour, les formes semblaient encore moins définies, presque invisibles. Peut-être n'avait-il jamais rien eu là. Peut-être n'était-ce qu'une illusion créée par la lumière et l'émotion du moment. Ou peut-être pas. Marguerite caressa doucement l'image du bout des doigts, sentant les larmes monter à ses yeux. « Merci, maman », murmura-t-elle. « Merci de nous avoir montré que même dans la mort, l'amour peut survivre, que les liens familiaux sont plus forts que n'importe quelle barrière entre les mondes. » Elle rangea soigneusement la photo, referma la boîte et la remit à sa place. Puis elle descendit, où Armand l'attendait avec Adeline qui venait de faire ses premiers pas. La vie continuait à Saint-Léandre. Les morts reposaient en paix, et les vivants apprenaient à porter leurs secrets avec plus de grâce. Et parfois, lors des nuits de novembre, quand le vent soufflait à travers les volets et que le feu crépitait dans l'âtre, on pouvait entendre très faiblement, comme un murmure venant de nulle part, « Je te pardonne ». Des années plus tard, quand Adeline fut assez grande pour comprendre, Marguerite lui raconta l'histoire de sa grand-mère Ernestine. Elle lui parla de la photo prise le jour de son baptême, de l'âme piégée, du frère disparu qui était revenu. Elle lui montra même les photos mystérieuses que Victor Lenoir avait prises. Adeline écouta avec fascination, ses yeux bleus, hérités de sa grand-mère, écarquillés d'émerveillement. « Alors grand-mère était vraiment là le jour de mon baptême ?» demanda-t-elle, « même si elle était morte ?»« Oui, » répondit Marguerite en caressant les cheveux de sa fille. « Elle était là. Elle voulait te voir, te bénir, avant de partir. C'était son dernier souhait. Est-ce qu'elle me voit encore maintenant ?» Marguerite sourit, regardant par la fenêtre vers le cimetière du village où reposait Ernestine. « Je pense que oui. Je pense qu'elle veille sur nous tous, de là où elle est, et qu'elle est heureuse de voir que nous allons bien. » Adeline réfléchit un moment, puis demanda, « Maman, quand les gens meurent, est-ce qu'ils restent toujours un peu avec nous ?»« Toujours, » répondit Marguerite avec conviction.
dans nos souvenirs, dans nos cœurs, dans les histoires que nous racontons. Les morts ne nous quittent jamais vraiment, tant que nous gardons leur mémoire vivante. Et c'était vrai. Dans la petite maison des Beaumont, comme dans toutes les maisons de Saint-Léandre, les morts et les vivants coexistaient, séparés par un voile si mince qu'il était parfois presque transparent. Les photos sur les murs, les objets transmis de génération en génération, les histoires racontées au coin du feu, tout cela maintenait les disparus présents, d'une certaine manière. Ernestine Morin avait vécu, souffert, aimé et finalement trouvé la paix. Son histoire, aussi troublante soit-elle, était devenue une légende familiale, un rappel que l'amour maternel transcende même la mort, et que le pardon peut briser les chaînes les plus solides. Dans le cimetière de Saint-Léandre, sa tombe était simple, une croix de pierre grise portant son nom et ses dates. Mais pour ceux qui connaissaient son histoire, c'était bien plus qu'un simple monument funéraire. C'était un témoignage de la complexité de l'âme humaine, de sa capacité à souffrir et à aimer au-delà de toute limite imaginable. Et parfois, lorsque les habitants du village passaient devant cette tombe au crépuscule, ils auraient juré sentir une présence bienveillante, une chaleur maternelle qui émanait de la terre froide. Comme si Ernestine, même après toutes ces années, continuait à veiller sur son village, sur sa famille, sur tous ceux qu'elle avait aimés. Car certains liens ne se brisent jamais, ni par la mort, ni par le temps, ni par la distance. Ils persistent, invisibles mais indéfectibles, reliant les vivants et les morts dans une chaîne éternelle d'amour et de souvenirs. Mais qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.